Bonjour à tous, bienvenue pour cette quotidienne du 30 janvier. J'espère que vous avez passé un agréable week-end. Au sommaire aujourd'hui, retour en images sur la finale de la Coupe de la Ligue de basket. Dimanche à Montreux, les Nyonnaises ont dû se contenter d'une médaille d'argent et se sont inclinés face à leur grande rivale de Fribourg-Elfique. Résultat du match 69-89. En actu, aujourd'hui, nous recevons le Major Pierre-Yves Cortési qui est avec nous en plateau. Bonjour à vous, merci d'être en notre compagnie. Avec vous, on reviendra sur le rapport d'activité de l'année écoulée, la 9e année de fonctionnement du SDIS. Enfin, sur la route, Alexandre nous emmène sur les pistes avec sa série. Tout d'abord au Lapin Blanc, le bâtiment d'accueil très attendu au parking des Balanciers, sorti de terre cet été. Les travaux devraient se terminer fin mai. Visite du chantier en compagnie du directeur de la station Jura-sur-Léman, Pierrick Amizet. On ira également à la rencontre des restaurateurs d'altitude qui se disent inquiets du manque de neige. Alexandre a donné la parole au gérant du restaurant Le Poyet. Pour commencer et avec 5 minutes pour vous séduire, la suite de nos entretiens donnés avec les candidats en lice pour les complémentaires à Nyon. Aujourd'hui, nous donnons la parole à Salem Fedal, candidat sur la liste numéro 3 intitulée Mouvement citoyen nyonnais. Salem Fedal, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation à participer à cette interview dont le concept est simple. Vous avez 5 minutes pour répondre successivement à 3 questions parmi la vingtaine qui sont déposées dans ce vase. Et je vous propose de commencer tout de suite en tirant une question que vous allez me donner. Oui. Voilà. Merci beaucoup. Et il s'agit de la question numéro 5. Personnel communal, statut ou règlement ? Faut-il un statut pour le personnel communal, rester à ce qu'il existe déjà, ou un règlement ? Peut-être plutôt un règlement. Peut-être que ce règlement permettra de suivre, de définir bien le règlement pour ne pas arriver à ce qu'on a connu ces derniers mois, ces 2 dernières années. Et j'espère que le personnel et les autorités communales le suivront à la lettre. Alors, il y a 2 craintes pour le personnel communal. La première, c'est de ne plus avoir un emploi garanti à vie. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ma foi, ça paraît à tout le monde de avoir du travail au jour au lendemain. Je suis moi-même au chômage. Après, chacun a sa vision des choses, après. Donc, chacun a sa propre vision. Un règlement, c'est aussi plus de vacances, un congé paternité, les avancées sociales de ce règlement. Qu'est-ce que vous en pensez ? Pour moi, pour qu'une personne reste à son emploi, il faut bien sûr donner le plus d'avantages possible sans dépasser un certain budget en fonction de la personne qu'elle a au sein de la municipalité, au sein de la ville de Nyon. Les craintes des syndicats, notamment qui sont le partenaire social des négociations, c'est que l'on puisse licencier uniquement parce que la tête ne revient pas à un chef. Qu'est-ce que vous pensez de ça ? Est-ce que c'est une expérience que vous avez vécue ? Et est-ce qu'il faudrait, là, modifier ce point du règlement ? Pas nécessairement. Il faut peut-être que la personne en discute avec la personne responsable des RH, puis voir comment on peut faire, comment on peut négocier ce différend. Salem Fedal, merci beaucoup. Je vous propose de passer à la seconde question. Oui. Merci beaucoup. Il s'agit de la question numéro 20. Si vous aviez été syndic, comment auriez-vous géré cette crise ? Peut-être un peu différemment. J'aurais peut-être mis en place bien sûr les personnes concernées, la municipalité et des RH en plus du syndicat, puis discuter autour d'une table, voir ce qu'on peut améliorer, voir les points forts et les points faibles, puis venir à une conclusion qui serait abordable à tout le monde. Est-ce que l'exécutif nyonnais aurait-il dû trancher beaucoup plus vite et beaucoup plus fort dans cette crise pour en sortir ? Disons peut-être beaucoup plus, peut-être pas forcément, mais prendre le temps de bien discuter, de vraiment bien discuter, puis prendre le temps nécessaire. Bon, bien sûr, pas trop longtemps, mais bien discuter pour arriver à une conclusion que tout le monde serait d'accord, et puis mettre ensuite tout ça sur papier. D'accord, donc vous êtes plutôt un homme de consensus. Oui, tout à fait. Très bien, mais je vous propose de passer à la 3e question, qui est la suivante.
C'est la question 14. Mobilité, Nyon en fait-elle assez? Je pense qu'il devrait faire peut-être un tout petit peu plus. Personnellement, je verrais plutôt une mobilité peut-être gratuite, peut-être pour certaines personnes, pour commencer. Puis après, voir si ça marche, voir peut-être avancer un peu plus. Et aussi mettre en place peut-être un peu plus de lignes au départ de Nyon vers les villes et villages voisins. D'accord, donc ça c'est pour la mobilité, Oui. Vous êtes pour la gratuité des transports publics? Oui, mais peut-être plus ciblé pour des personnes à faible revenu, qui vont peut-être travailler, mais qui n'ont peut-être pas forcément de gros moyens. Donc ce serait bien pour eux, puis aussi pour les personnes qui sont au chômage, qui préfèrent davantage prendre le bus que la voiture. Donc des tarifs différenciés en fonction des revenus. Est-ce qu'il faut privilégier un mode de déplacement plutôt qu'un autre? Pas spécialement. Après, ça dépend ce qu'on fait dans la vie et voir quel est le meilleur choix à faire. Selon vous, Salem Fedal, est-ce qu'il faudrait bannir la voiture du centre-ville? Oui et non. Parce que si c'est utilisé pour des raisons professionnelles, on peut accepter. Après, pour le privé, je pense qu'on peut la bannir, mais pas forcément tous les jours. Alors comment on garantit l'accessibilité au commerce si on bannit la voiture au centre-ville? En fait, c'est pas bannir forcément tous les jours, mais peut-être commencer peut-être par un jour par semaine, puis peut-être 2, puis 3 au grand maximum, pour garantir justement le commerce en centre-ville. En un mot, il faut éduquer les gens à la façon de se déplacer, à sa mobilité. En un mot, oui ou non? Non, pas vraiment, mais peut-être les aider à mieux se déplacer. Très bien, Salem Fedal, nous sommes arrivés au terme de cette interview. Je vous en remercie. Je rappelle que vous êtes candidat à l'élection complémentaire à la municipalité nyonnaise sur la liste numéro 3, celle du mouvement citoyen nyonnais. Merci beaucoup. En sport, les Nyonnaises ont dû se contenter d'une médaille d'argent dimanche lors de la Coupe de la Ligue de basket. Elles se sont inclinées 69-89 face à leur grande rivale Elfig Fribourg. Un manque physique et mental selon la joueuse Eva Ruga. Nyon basket féminin. Bonjour Eva Ruga. Alors vous allez devoir vous contenter de la médaille d'argent dans cette Coupe de la Ligue, dans cette finale qui vous opposait face à Fribourg-Elfig. Défaite 89-69, 20 points d'écart. On a l'impression d'avoir déjà vu ce scénario. Quel est votre sentiment? Oui, c'est sûr. On connaît bien Elfig parce qu'on joue souvent contre, que ce soit en championnat ou bien ailleurs. Et voilà, on a l'impression que le scénario il se répète toujours un peu, où elles sont plus physiques et mentalement plus fortes que nous. Et on lâche. Maintenant, je pense que sur ces détails, on peut travailler. C'est sûr qu'il y a de la déception parce qu'on était vraiment préparés et on voulait vraiment gagner cette finale. Voilà, il y a des matchs qui arrivent qui sont tout aussi importants. Donc on doit regarder nos erreurs, travailler dessus et puis être focus sur le reste de la saison. Alors qu'est-ce qui vous a manqué dans ce match-là spécifiquement pour l'emporter? On fait des erreurs et ensuite on refait des erreurs. Enfin, c'est un peu un cercle vicieux. On n'arrive pas à se dire ok, là maintenant on arrête et puis on continue. Donc je pense que c'est vraiment de jouer comme on sait jouer. On fait des erreurs, ça arrive, ok, on passe à autre chose et puis être focus sur le moment présent et pas sur les erreurs qu'on fait dans le passé. Bon, on imagine quand même, malgré cette défaite, une fierté de participer à cette finale de la Coupe de la Ligue. Ça fait quelque chose aussi quand même pour le club? Oui, c'est sûr, c'est une fierté d'en arriver là. Le club nous supporte et est présent derrière nous. D'ailleurs, je pense qu'on a bien vu aujourd'hui les supporters, le comité, les coachs, ils sont tous là derrière nous, ils nous poussent à fond. Donc ouais, c'est une fierté et puis on aimerait vraiment gagner maintenant quelque chose pour le club. Il y a de gros espoirs placés en vous. Comment vous vous sentez à mi-chemin de ce championnat? On se sent bien maintenant, voilà, il y a des départs, il y a des arrivées. On doit continuer, je pense, à travailler dur aux entraînements pour pouvoir voir la suite. Vous parlez de départ, c'est vrai, la capitaine Méline Franquina qui n'est pas là pour la suite de la saison. Ça, c'est peut-être un manque justement de ne pas avoir votre meneuse aussi? Oui, bien sûr que c'est un manque, mais bon, maintenant on doit rebâtir des bases sur d'autres joueuses. Je pense que chaque joueuse a un rôle dans cette équipe et puis on doit prendre le rôle à Méline qui est partie, mais voilà, on va réussir. Il y a des étrangères qui sont là, les Suisses, on est aussi présentes, donc ça va le faire. Quel est le prochain objectif là à court terme? Le prochain objectif, c'est samedi prochain contre Elfig, donc victoire. Nous on pense toujours victoire. Maintenant, on continue à travailler bien sûr.
Place à notre invité du jour, Major Pierre-Yves Cortési. Je vous en prie, venez me rejoindre sur ce plateau. Avec vous, on va revenir sur le rapport annuel de la 9e année du SDIS. Le SDIS Nyondol a présenté son rapport annuel avec 32 cas de plus. Le SDIS a donc effectué 479 interventions cette année, des interventions attribuées notamment aux incendies, au sauvetage et aux pollutions. Pierre-Yves Cortési, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, je l'ai dit, c'est une année un peu plus active par rapport à celle précédente, mais comment vous définissez cette année que vous dites une année au-dessus de la moyenne? C'est vrai que c'est une année qui a été un peu plus chargée opérationnellement parlant. On peut peut-être donner quelques pistes, je dirais, de causes sur l'été, parce que l'été a été extrêmement chaud. On a quand même eu des périodes de sécheresse assez importantes et ça s'est traduit chez nous par un petit peu plus d'engagement en termes de feux de végétation, feux extérieurs, feux de forêt, etc. Et ça a bien pesé quand même dans nos statistiques, essentiellement au niveau des incendies. On a pratiquement 120 interventions, donc c'est presque 20 de plus que l'année précédente. Ouais. Est-ce qu'on peut imaginer justement qu'à titre préventif, il y ait plus d'interventions préventives justement pour les années à venir, si on imagine que le temps tend à s'assécher et devenir de plus en plus sec? Oui, je pense que c'est peut-être quelque chose qui va rentrer aussi un peu dans l'esprit de la population déjà, d'être plus attentif. On s'est rendu compte que malgré les interdictions qui avaient été mises en place par le canton au niveau des risques en forêt, de pique-nique, ce genre de choses, il y a quand même eu aussi des départs de feu qui étaient malheureusement imputés à des mauvaises actions. Donc je pense que oui, la population doit être attentive à ça. Au même titre que nous sommes aussi maintenant en train de changer notre manière de fonctionner, donc la formation, les véhicules, etc. Tout ça est pris en compte maintenant par le canton pour avoir une vraie prise de conscience de l'évolution, parce que malheureusement, je pense que c'est quelque chose qui va perdurer. On va revenir sur cette manière de fonctionner d'ici quelques instants, mais on voit justement ces images et cette rétrospective en vidéo. Quels ont été les événements marquants de cette année 2022 ? Au niveau opérationnel, alors on a parlé de ces incendies, mais évidemment quelques incendies un peu plus marquants que d'autres. J'ai en mémoire quand même plusieurs interventions qui nous ont posé des problèmes, parce que là aussi, les habitants, par exemple, au lieu de fermer leur appartement lorsqu'il y a un incendie chez eux, quittent et laissent ouvert, par exemple, la porte palière, ce qui fait que non seulement on a un feu dans un appartement, mais on a un feu qui va se développer sur les cages d'escalier, et ça veut dire d'autres personnes, d'autres habitants qui seront peut-être pris au piège et qu'on devra aller chercher sur des balcons, dans des fenêtres, etc. Et voilà, ça c'est peut-être des faits un peu marquants sur cette année. Donc des recommandations à faire pour vous qui nous écoutez à la maison, vous l'aurez compris. On peut se dire plus d'interventions, ça veut dire quoi? Quelles conséquences pour aujourd'hui les troupes? Est-ce qu'elles sont peut-être plus fatiguées, ou est-ce que ça a boosté tout le monde? Parce que quand il y a de l'action et qu'on aime ça, forcément, ça dynamise les choses. Oui, c'est vrai qu'on va pas se mentir. On a quelqu'un qui s'engage toute l'année pour se former, veut aussi pouvoir en découdre à quelque part. Non, je pense plutôt que c'est motivant pour le personnel d'avoir plus d'interventions. Comme un footballeur qui fait tous les entraînements, s'il ne fait pas les matchs, il va pas être content. Donc voilà, sans évidemment souhaiter des interventions, parce que derrière, il y a toujours des dégâts, il peut y avoir malheureusement des blessés, voire pire. Donc c'est pour ça qu'on temporise toujours. Mais oui, je pense que pour nos intervenants, en tout cas, c'est plutôt positif d'avoir une année plus chargée. Ouais. Outre le fait de mettre à jour vos statistiques, à quoi ça sert d'établir ce rapport d'activité? Est-ce que vous avez des exemples où justement ça a permis de changer votre manière de fonctionner? Vous en parliez tout à l'heure. Est-ce que ça permet d'ajuster certaines choses dans la méthode de travail peut-être? Oui, c'est vrai que ça, je pense de faire un stop, de regarder en arrière et de voir comment ça s'est passé, d'en tirer les enseignements nécessaires, tant en termes de formation, peut-être d'adapter certaines choses en fonction des interventions qu'on peut avoir. Et puis au travers, c'est vrai qu'on parle beaucoup de nos interventions, mais il y a surtout aussi tous ces changements au niveau du personnel. Et ça, c'est peut-être la partie la plus importante, c'est de voir l'évolution qu'on a en termes d'arrivée, de départ, etc. Et là, on a aussi beaucoup de choses à en tirer, bien sûr. Ouais, des départs aussi des plus anciens, j'ai pu lire, avec des limites d'âge d'officiers expérimentés. Quand on perd justement ces paliers, ces expériences, comment justement aujourd'hui corriger le tir? Corriger non, parce qu'il y a, vous dites aujourd'hui, des jeunes qui sont là, qui sont formés, mais comment pallier ce manque? On aimerait bien avoir une recette magique. Ouais. Oui, ça c'est un des gros problèmes qu'on vit, que tous les SDIS du canton vivent, clairement. C'est le départ de gens extrêmement expérimentés.
Cette année, on a eu 6 cadres qui nous ont quittés. Alors déjà, je dirais c'est 6 amis, parce que c'est des gens avec qui on vit des choses incroyables, et pas sur une année, 10 ans, mais voilà, on a des gens qui nous ont quittés, qui ont entre 25 et 38 ans de service. Donc sur ces 6 personnes, c'est presque 200 ans d'expérience qu'on perd, et ça, c'est notre grosse difficulté. On a maintenant dans notre courbe d'expérience vraiment un creux qui se crée, et ça, c'est embêtant pour nous. On ne peut rien y faire, hein, très clairement. On a un très bon recrutement, on a beaucoup de gens qui viennent, qui sont motivés, mais on doit essayer de fidéliser et que les gens restent le plus longtemps possible. Ouais, c'est intéressant, hein, parce que ce recrutement, il fonctionne bien, même s'il est légèrement en baisse. Hein. Je crois qu'on peut avoir une différence de 6 personnes, c'est quelque chose comme ça, mais il n'est pas significatif. Mais qu'est-ce que ça dit aujourd'hui que les gens n'ont peut-être pas le temps, l'opportunité de s'engager au niveau professionnel et en même temps à titre bénévole? Est-ce qu'il y a des choses à changer? Quelle lecture vous en faites? Oui, c'est vrai qu'il faut il faut pouvoir concilier tout ça. Je dis toujours, la priorité, c'est la vie privée. On s'engage vraiment à ce que la personne mette en priorité sa vie privée. Ensuite, c'est le travail, parce que c'est vrai que ce n'est pas nous qui faisons bouillir la marmite, à quelque part. Et après, il y a tout le reste. Il y a tous les hobbies. Ça peut être un sport, ça peut être le service du feu, etc. Et nous, on essaye d'être très clair avec nos candidats quand on les reçoit au début, d'essayer vraiment qu'ils comprennent ça, et surtout qu'ils comprennent aussi les contraintes, parce que voilà, c'est sûr qu'il y a des contraintes, mais qu'ils soient conscients de ces contraintes pour qu'ils acceptent de garder cette flamme très longtemps. Voilà, c'est vraiment pour nous notre difficulté. Difficile, encore une fois, et on peut pas avoir une boule de cristal qui nous dit voilà, le candidat dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans sera toujours là. Mais voilà, on essaye de faire un maximum pour que les gens se sentent bien, aient du plaisir, et puis qu'ils puissent aussi gravir tous ces échelons, parce qu'en fait c'est ça, des nouvelles responsabilités qui motivent et qui permettent de continuer la carrière. Ouais, on recevait sur ce plateau la semaine dernière Daniel Rojan, qui a quitté le SDIS Gland-Serine. Alors voilà, la passation a été faite, mais est-ce que vous, personnellement, par exemple, vous y pensez, sans que je ne veuille vous mettre à la porte, attention. Hein. Non, enfin, la grande différence, c'est qu'évidemment, moi, c'est mon métier, donc ça change quand même beaucoup de choses. Il est clair que quelqu'un qui est engagé comme sapeur-pompier volontaire fait ça en plus de son travail. Donc il y a un moment où, effectivement, je peux tout à fait comprendre qu'on est arrivé au bout. Et puis en plus, quand on a derrière des gens qui sont motivés, qui sont prêts à reprendre, c'était tout à fait logique. Moi, je vais rester encore un petit moment, bien sûr. Bon, voilà qu'on est rassuré. L'année prochaine, les 10 ans, c'est une grosse étape, j'imagine. Est-ce qu'il y a des choses particulières qui vont être mises en place? Oui, alors en principe, on devrait avoir quelque chose. On est qu'au début, en fait, de la réflexion. Mais oui, parce que l'année prochaine, c'est une année des 10 ans du SDIS Nyon-Dole, mais également des 25 ans de la caserne de Nyon. Donc voilà, on souhaite probablement faire quelque chose dans cet esprit. Mais je vous tiendrai au courant dès que ça sera un peu plus abouti. On souffra les bougies ensemble. Oui. Voilà qui est dit, la promesse est faite. Major Pierre-Yves Cortési, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Excellente journée à vous. Merci. À très bientôt. En image à présent, découverte du Lapin Blanc, le bâtiment d'accueil très attendu au parking des Balanciers du côté du Jura-sur-Léman est sorti de terre cet été. La fin des travaux est prévue pour fin mai. Visite du chantier en compagnie du directeur de la station, Pierrick Amizet. Pierrick Amizet, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le directeur général de cette station Jura-sur-Léman. Le bâtiment qu'on voit derrière nous, c'est ce fameux bâtiment qui a mis quelques années à sortir de terre. Ça va être un bâtiment d'accueil ici sur ce parking. Avant de monter sur les pistes, rappelez-nous, ce Lapin Blanc, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui va être fait ici? Alors, vous voyez qu'ici, on est sur cette fameuse espace franco-suisse. Le mur frontière passe juste en bas. Ouais. Ici, on se dirige vers la France via un nouveau télésiège. Et là, on est sur le massif de la Dole via le télésiège d'Abdol de la Suisse. Voilà le bâtiment. Donc, on arrive du parking, là. On est effectivement sur le rez de parking. Et le bâtiment plonge en bas sur le rez de neige. Donc ici, il y aura la location de ski. Ici, le point de vente et les caisses avec les automates de vente. Et en contrebas, on a le service de restauration et les sanitaires et autres services. Donc un restaurant de 170 places à l'intérieur et une 50aine de places en extérieur. Donc là, on en est où dans les travaux, Pierrick Amizet? Alors effectivement, le bâtiment a démarré avant la période Covid, et il a subi effectivement, comme tout projet, une forme d'interruption pendant la période Covid. Donc là, il est reparti. On voit qu'il est hors d'eau, hors d'air, et les entreprises travaillent à l'intérieur maintenant pour équiper toute l'infrastructure intérieure. Là, ça va être toute une salle à la fois pour les séminaires, une salle pédagogique pour accueillir aussi
les scolaires, puisqu'il y a également un travail qui est fait en collaboration avec les parcs naturels, à la fois le parc Jura vaudois et le parc naturel régional du Haut-Jura, pour amener de l'information didactique et pédagogique sur la faune, la flore, le passé, l'histoire de ce fameux traité des dates. Donc on est vraiment là, voilà, sur cette place là où va se regrouper énormément de personnes, puisqu'on a les 2 télésièges qui montent de chaque côté, et puis les téléskis débutants avec l'école suisse de ski et l'école de ski français qui seront également implantés ici. Donc ce ne sera pas pour cette saison d'hiver, mais vraisemblablement pour la prochaine que le bâtiment sera opérationnel. Tout à fait, la livraison est prévue au mois de mai. Oui. Donc là, tout l'hiver sera consacré à l'aménagement intérieur pour une ouverture. Alors bon, cet été sera peut-être à peine juste, mais en tout cas, on vise la saison d'hiver prochaine pour amener effectivement ce service tant attendu à la clientèle. Le manque de neige pèse lourd sur les restaurateurs d'altitude. Alexandre Caporal a donné la parole à Alexandre Perron, gérant du restaurant Le Poyet, qui se dit inquiet pour la suite des saisons. Je vous emmène au restaurant Le Poyet, qui est le restaurant au sommet des Tuffes, ici au Jura-sur-Léman, avec sa spécialité, la morbiflette. Vous verrez, c'est entre la Suisse et la France, des röstis suisses et du morbier français. On vient d'ouvrir les pistes ce vendredi 20 janvier. Il y a eu un manque de neige forcément. Comment ça s'est passé pour vous qui êtes restaurateur en altitude ? La difficulté, c'est que c'était complètement fermé parce qu'il n'y avait pas du tout de neige. Nous, on attendait l'ouverture vraiment des pistes. C'est donc maintenant, jusqu'à maintenant, évidemment, ni chiffres. Mais c'était pas ça le pire. Le pire, c'était au niveau du personnel. Il fallait les faire patienter un peu. Ils sont patientés, ils sont tous là. À fond, les ballons, comme on dit. Il y a combien de personnes qui travaillent ici? Rien que là, on est déjà 6 plus moi, 7. Donc on est un peu en surnombre, mais il fallait tous les faire monter. Là, ils étaient trop impatients de monter en haut pour servir les gens. Bonjour, messieurs. Bonjour, quel bonnet en plus. Comment ça va? Voilà, vous préparez d'ailleurs ce que je vais manger tout à l'heure en plus. En haute saison, le week-end, on peut partir sur 700 assiettes envoyées. Ouais. Donc une crêpe, c'est une assiette envoyée, un burger, c'est une assiette envoyée. Et ça fait combien de temps que vous êtes gérant de ce restaurant? Ça fait 14 ans maintenant. Et comment est-ce que le restaurant a évolué en 14 ans? C'est vrai qu'au gré de la neige, au gré de la météo, on va dire, on a eu déjà en 2016, on avait déjà ouvert le 19 janvier. Ça, faut avoir un petit peu de mémoire pour se rassurer un peu. Mais c'est vrai que là, on voit bien qu'il y a quand même de moins en moins de neige. Ouais. Alors bon, on joue un peu plus sur la terrasse. C'est quelque chose qui vous inquiète, ce manque de neige, ou en tout cas cette neige tardive dans la saison? Le problème, c'est que c'est à la fois inquiétant, puis c'est de plus en plus dur d'anticiper. Parce que ça veut dire, regardez, ne serait-ce qu'au niveau personnel, on va pas les faire travailler qu'un mois, ça va pas être possible. Donc voilà, comment on va faire? C'est ça, et là, qu'est-ce que vous voulez faire? C'est dur à anticiper. Ça vous inquiète? C'est inquiétant. On sait qu'à terme, ça risque d'être difficile. Je pense que ça sera plus glorieux comme résidence secondaire. Vous voyez, on va être bien là. Mais pour recevoir les personnes, bien sûr qu'à terme, ça va. S'il n'y a plus de neige, c'est sûr qu'il n'y a plus de restaurant. J'ai entendu dire, certains restaurateurs ici dans le Jura, que malgré le manque de neige, il y avait quand même du monde qui montait. C'était des randonneurs, des cyclistes, là, pendant la période de décembre où il y a eu ce redout. Pour vous, il y a eu quand même des gens qui sont venus ici. Alors, ce qui est bien, c'est qu'effectivement, la région attire. C'est une région transfrontalière. Ici même, c'est l'ancien endroit de la frontière entre la France et la Suisse. Donc, il y a quand même des personnes qui viennent. On vient aussi pour la montagne, le bon air et tout ça. La question, c'est de poser, est-ce qu'on vient parce que c'est la haute montagne, on veut de la neige? Et si jamais il n'y en a plus jamais, est-ce que les gens vont encore venir? Mais effectivement, il y a un peu de monde. Donc, il y a un peu de gens qui, voilà, mais c'est pas les mêmes, c'est pas dans la même mesure, si vous voulez. C'est, voilà, il y a quand même moins. Est-ce qu'on va pouvoir travailler avec les quelques personnes qui montent? Peut-être pas. Mais c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de gens qui viennent. Donc, la restauration continuera. Est-ce que c'est ici? Je ne sais pas. Vous qui vous êtes installé ici il y a 14 ans, qu'est-ce qui vous a plu et qu'est-ce qui vous plaît encore dans ce massif de la Dôle? Alors, ce qui est merveilleux, ce qui reste magique, c'est que, vous voyez, on a attendu pendant un mois, vraiment, c'était un peu gris, il pleuvait, tout ça. Mais le jour J, comme aujourd'hui, c'est tout blanc, ça reste quand même absolument magique. C'est merveilleux. Vous avez ces arbres chargés de neige, vous avez c'est blanc, c'est vraiment beau. Et ça reste toujours beau. Après 14 ans, on est toujours autant emballé, surpris. Donc voilà, on va profiter de ça aujourd'hui. Et puis bon, l'avenir verra, on verra. Et c'est tout pour aujourd'hui. Bonne suite de programme. À demain.